conseillers municipaux, mesdames et messieurs qui êtes dans le public, la parole est à monsieur Christian Bartholomé pour l'appel nominal. Bien, monsieur le maire, bonsoir. Monsieur Jean-Christophe Lagarde. Monsieur Anthony Mangin. Madame Rabia Soltani. Monsieur Idriss Niang. Madame Aria El Soudi. Monsieur Grégory Chavarok. Madame Muriel Liamno. Monsieur Azad Bapir. Madame Jemila Megraoui. Monsieur Henri Michel. Madame Noël Hatif. Monsieur Denis Lemaire. Madame Aude Lagarde. Monsieur Mohamed Kemish. Madame Sabrina Minouchi. Madame Yora Daoudi. Monsieur Nadji Gassama. Madame Gurpreet Singh. Monsieur Gilles Solière. Madame Patricia Almanza, donne procuration à Madame Jemila Megraoui. Monsieur Michel Lastapi. Madame Danielle Bélance-Priam. Monsieur Jean-Jacques Bonita donne procuration à Madame Rabia Soltani. Monsieur Mario Kemis Ben Khalifa donne procuration à Monsieur Anthony Mangin. Monsieur Mohamed Naïm donne procuration à Monsieur Mohamed Kemish. Madame Denise Perrin donne procuration à Madame Arela El Soudi. Monsieur Domenico Bartuccio. Monsieur Abdellah Jaber. Madame Jessica Zegag. Madame Aïssata Ndongo. Monsieur Joarali Fatéali, pardon. Monsieur Smaïl Ben Kedra donne procuration à Monsieur Jean-Christophe Lagarde. Madame Marina Nico-Digelic donne procuration à Monsieur Michel Lastapi. Madame Tiffaine Nagou donne procuration jusqu'à son arrivée à Monsieur Grégory Chavarok. Monsieur Lionel Pain donne procuration à Madame Muriel Lagneau. Monsieur Surjit Singh. Madame Anaïs Baziz. Madame Tanuga Tilip Kumar. Madame Samia Amami. N'est pas encore arrivé. Monsieur Melvin Barry. Madame Maria da Silva de Macedo. Madame Karine Miles donne procuration à Monsieur Gokhan Unver. Monsieur Ilias El Hadaj. Monsieur Gokhan Unver. Madame Chloé Jaouen. Monsieur Hamid Chabani. Monsieur Tom Zemiti. Madame Marianne Vassilev. Monsieur Hassen Chiban. N'est pas arrivé. Bien, le quorum est atteint, la séance est donc ouverte. Chers collègues, je vous indique d'abord que si M. Bartholomé a fait l'appel nominal, ce qui est la première fois pour lui, et la première fois qu'il ne s'agit pas de M. Tepaz, le directeur général des services depuis 15 ans, c'est que M. Tepaz a pris sa retraite à compter de ce jour, avait cessé d'être directeur général des services à compter du samedi 15 mars et de l'élection du nouveau conseil municipal. Et j'ai donc demandé à M. Bartholomé, directeur général adjoint des services, d'assumer l'intérim le temps du recrutement d'un nouveau directeur général des services. En vertu de l'article 21-21-15 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose comme secrétaire de séance Mme Mariana da Silva de Macedo. Est-ce qu'il y a des objections? Il n'y en a pas. Je soumets cette proposition à voix. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Nous devons désormais désigner les représentants. Alors pardon, je précise au public que ce conseil municipal va être suivi de deux autres. Un le 9 avril et un autre le 16 avril. Et que celui-ci aurait pu sans doute être évité, mais une circulaire préfectorale qui n'avait pas été vue par l'ancien directeur général des services fait que nous aurions pu désigner, comme nous allons le faire ce soir, c'est ça l'urgence de ce conseil, les représentants au sein du conseil territorial de l'établissement public Paris-Terre d'Envol. Malheureusement, ceci a été vu trop tard, et pour que le conseil territorial puisse s'installer, nous devons désigner nos membres dès maintenant, enfin dès ce soir, pour que nous ne bloquions pas cette institution par ailleurs nécessaire. Et j'en ai profité pour ajouter, pour alléger le conseil municipal du 9 avril, qui va procéder à beaucoup de désignations en plus du rapport d'orientation budgétaire. J'en ai profité pour ajouter un certain nombre de désignations aux organismes extérieurs pour qu'on ne connaisse pas à nouveau, à une semaine près, une telle mésaventure. Nous aurons donc trois conseils municipaux sur 3 semaines, rassurez-vous, ça sera beaucoup moins fréquent à l'avenir. Nous devons donc désigner les représentants de la commission d'appel d'offres. Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure au seuil européen, une commission d'appel d'offres doit être créée. Son président de droit est le maire ou son représentant. Il convient donc d'abord de créer cette dernière et de définir les conditions de dépôt des listes, ce que nous allons faire lors de cette délibération.
Il convient ensuite d'élire à la représentation proportionnelle au plus fort reste les 5 membres titulaires et les 5 membres suppléants du conseil municipal qui auront voix délibérative lors des réunions de la commission d'appel d'offres. Pour ce qui concerne la commission d'appel d'offres, je vous propose que nous fixions le nombre à 5 membres titulaires et 5 suppléants. Est-ce que vous avez sur ce point des objections? Je mets aux voix ceux qui sont pour, contre, abstention. Je vous remercie. J'indique à l'administration que Mme Tiffaine Nagoul nous rejoint et vient s'asseoir ici, à sa place, dont elle ne sait pas encore où c'est. Elle est là-bas. Voilà. Bien, donc il en est ainsi décidé. Nous devons ensuite élire les représentants du conseil municipal au sein de la commission d'appel d'offres. Il faut donc une liste de 5 titulaires et de 5 suppléants au maximum. Évidemment, elle peut être moindre. Je vous propose la liste suivante pour les 5, pour la majorité municipale. Pour les 5 titulaires, M. Azad Bapir, Mme Arela El Sodi, Mme Muriel Dagneau, Mme Jemila Megraoui, M. Jean-Jacques Benita. Et comme suppléant, Mme Patricia Almanza, M. Denis Lemeur, M. Michel Lastapi, Mme Danielle Belance-Priam et Mme Anaïs Baziz. Je précise que je demanderai de façon permanente à Anthony Mangin de représenter le maire qui est président de droit et donc de présider cette commission d'appel d'offres. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Alors, levez la main quand vous voulez prendre la parole. Voilà, Monsieur Nevers. À vous, monsieur, je vous en prie. Prenez la parole. Je suis candidat pour la commission appel d'offres. Il vous faut un suppléant. Ce sera Madame Chloé Jarin. Très bien. Nous allons donc... alors, je ne sais pas si vous aviez établi des bulletins de vote. Non, je vais proposer une suspension de séance pour que nous puissions échanger avec les... Il n'y a pas de groupe encore constitué, mais les 2 chefs de file, entre guillemets, des candidats aux élections municipales. Je suspends la séance pour 5 minutes. En question est une élection à la proportionnelle. Et donc, étant donné la répartition et la composition des groupes et des votes, à partir du moment où le groupe gagné pour Drancy, enfin l'équipe gagnée pour Drancy présente un candidat, le résultat du vote sera systématiquement le fait que la majorité aura 4 sièges au sein de la commission d'appel d'offres, qu'il s'agisse des titulaires ou des suppléants, et que vous aurez un siège. Normalement, cette élection doit avoir lieu au scrutin secret, sauf en vertu d'un article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, si de façon unanime nous décidons qu'on peut le faire à main levée sur une liste commune. Liste commune voudrait dire qu'il y a les 4 membres de la majorité en titulaire plus un membre de l'opposition en suppléant, puis 4 en titulaire. Et pour les suppléants, la même chose, de sorte que le représentant de l'opposition qui n'est pas là puisse se faire remplacer par son propre suppléant. Si cette solution emporte l'unanimité du Conseil, on évite de faire un vote à bulletin secret, permettant à chacune et à chacun de gagner un peu de temps, et même beaucoup de temps, puisqu'il y a d'autres votes de même nature. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que nous fassions un vote à main levée sur une telle liste? C'est-à-dire une liste qui prend la candidature de votre groupe en titulaire et en suppléant. Est-ce que tout le monde, je préfère faire l'épreuve inverse, qui est pour que nous adoptions cette solution-là, puisque comme ça on respecte l'article du Code général des collectivités territoriales. Je vous propose donc, alors pardonnez-moi, je n'ai pas encore retenu tous les noms, je vous propose donc que la liste soit ainsi modifiée, celle que j'ai évoquée. Monsieur Azad Bapir comme titulaire, Madame Arela El Sodi comme titulaire, Madame Muriel Dagneau comme titulaire, Madame Jemila Megraoui comme titulaire, et Monsieur Ilyas El Hadaj comme titulaire. On est d'accord? Et de la même façon, pour les suppléants, nous aurions donc Madame Patricia Almanza comme suppléante, Monsieur Denis Lemeur, Monsieur Michel Lastapi, Madame Danielle Belance-Priam, et vous m'avez dit Madame Chloé Jaouen, c'est ça? Bien, et ben je soumets donc ces listes ainsi
établie, cette liste est ainsi établie au scrutin du conseil municipal. Ceux qui sont pour, avis contraire, abstention, il n'y en a pas, c'est à l'unanimité. Nous passons donc à la délibération numéro 3. Cette fois-ci, il s'agit de désigner les membres de la commission de délégation de services publics. J'explique à quoi elle sert. Pendant un mandat municipal, il faut créer cette commission qui est présidée par le maire et qui comporte 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Sur invitation du président de la commission, donc du maire, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer avec voix consultative à ces réunions de la dite commission. Peuvent participer à la commission avec voix consultative des personnalités, un ou plusieurs agents de la collectivité désignés par le président de la commission, en raison de leurs compétences dans la matière qui fait l'objet de la délégation de services publics. Il convient de procéder à la désignation des membres élus de la commission de délégation des services de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Il est donc demandé au conseil municipal de procéder à cette désignation et de la même façon, conformément à l'article 21-21, nous pouvons faire ça à main levée si tout le monde est d'accord. Je précise quand même au conseil municipal, et il y a beaucoup de nouveaux élus dans ce conseil municipal, que cette commission est obligatoire, mais qu'en réalité elle ne se réunit jamais. Elle ne se réunit jamais tout simplement parce que nous n'avons pas de délégation de service public, donc elle n'a pas d'objet à le faire. Mais si un jour la majorité municipale souhaitait faire une délégation de service public dans tel ou tel domaine, à ce moment-là, cette commission serait réunie et nécessaire. Je vous propose donc que nous puissions d'abord voter sur une liste commune, et dans ces cas-là, M. Henneberg, pouvez-vous nous dire qui seraient vos représentants? Madame Milles, en titulaire, et Madame Jaouen en suppléante. Je vous remercie. Monsieur Chabani. Oui, moi-même en titulaire et Tom Zemiti en suppléant. Alors, dans ces conditions, nous procéderons à un vote à bulletin secret. Puisque, par définition, comment dirais-je, il n'y a qu'un seul titulaire pour l'ensemble de l'opposition. Et je vous demanderai donc de bien écouter ce que je vais dire, puisque dans ces cas-là, il n'y a pas de liste unique. Ça veut dire, je vous laisse échanger si vous le souhaitez, mais ça veut dire que nous avons 3 listes, et non pas une liste unique. Est-ce que vous avez besoin d'un temps pour échanger ensemble? Pardon? Très bien, donc vous retirez votre candidature de Mme Dillès et de M. Jaouen, et dans ces cas-là, la commission en question serait composée... Enfin, la liste en question serait composée d'Anthony Mangin, d'Azad Bapir, de Denis Lemeur et de Djemila Megraoui, et puis de M. Chabani pour l'opposition, et puis en titulaire et en suppléant Mme Muriel Lagneau, Nawel Latif, Arela El Sodi et Henri Michel, ainsi que M. Zemiti pour la suppléance. On est d'accord comme ça? Alors d'abord, je fais voter sur le fait que nous votons à main levée en vertu de l'article 21-21-21 du Code général des collectivités territoriales, qui est pour, qui est contre, tout le monde, unanimité. Nous pouvons donc voter pour les listes que je viens, la liste que je viens d'évoquer, à main levée. Qui est pour? Avis contraire, abstention. Je vous remercie. Nous passons ensuite à l'élection des conseillers de territoire au sein de l'établissement public territorial Paris-Terre d'Envol. Suite au renouvellement intégral du conseil municipal en date du 15 mars dernier, il est nécessaire de désigner de nouveaux conseillers territoriaux auprès de l'établissement public territorial Paris-Terre d'Envol, dont la ville de Drancy fait partie. Au regard de sa population municipale, la ville dispose de 15 sièges au sein du conseil de territoire. Il est précisé qu'en ce qui concerne le conseiller métropolitain, au nombre de 1 pour la ville de Drancy, celui-ci est également de droit conseiller de territoire. Le conseiller métropolitain, pour le public, c'était ce que vous aviez à côté de la liste municipale. Il y avait une liste avec 2 noms dans le même bulletin de vote. C'était celui qui était élu à la métropole du Grand Paris. Pour le compte, c'est le maire, c'est moi qui suis élu à la métropole. Et donc, de fait, je suis aussi membre du conseil territorial. Raison pour laquelle je ne figurerai pas sur la liste que je soumets au conseil municipal. Je propose donc la candidature dans l'ordre d'Anthony Mangin, de Rabea Soltani, d'Idriss Niang, d'Arela El Sodi,
de Gilles Solière, de Muriel Lagneau, d'Azad Bapir, de Jemila Maghraoui, de Michel Lastapi, de Nawel Latif, de Mohamed Kemlich, d'Aude Lagarde, de Ladji Gassama et de Sabrina Nemouchi, c'est-à-dire une liste de 14 membres, comme il se doit. Y a-t-il d'autres candidatures? J'ai reçu une candidature dont je n'ai pas forcément l'ordre, monsieur le directeur général, déposée par monsieur Hunevert. Oui, mais je souhaiterais pouvoir dire l'ordre de la liste en question. Monsieur Hunevert, quand vous n'avez pas la parole, éteignez le micro. Voilà. Donc, M. Hunevert a déposé une liste au titre de l'équipe gagnée pour Drancy, composée dans l'ordre de Gökhan Hunevert, en 2 de Karine Niles, en 3 d'Ilias El Haddad et en 4 de Chloé Jaouen. Y a-t-il d'autres candidatures? Monsieur Chabani. Drancy avec vous, Hamid Chabani, moi-même, Tom Zemiti et Marianne Vasilev. Alors non, puisque ce sont des listes paritaires qui doivent alterner un homme, une femme. On inverse. C'est-à-dire, j'ai besoin pour le procès-verbal que vous le formuliez. Hamid Chabani, il faut moi-même. qu'on dise un jour que c'est moi qui ai composé votre liste. Donc, Hamid Chabani, moi-même, Marianne Vasilev et Tom Zemiti. Donc, l'administration a entendu, sauf que nous n'avons pas de bulletin de vote préparé, puisque vous ne l'avez pas déposé avant. Ce que je vous suggère, c'est que vous établissiez votre propre bulletin de vote. Si l'ensemble du conseil municipal est d'accord, on ne va pas considérer que c'est nul si on remarque qu'il y a 3 bulletins de vote écrits à la main. Sinon, on interrompt la séance pendant 5-10 minutes pour aller établir le bulletin de vote de la liste de M. Chabani. Que souhaitez-vous faire? Bon, j'interroge la majorité. J'imagine que vous n'êtes pas dérangé par le fait qu'il y ait des bulletins manuscrits. Est-ce que c'est le cas du groupe? Ça ne peut pas être le cas, j'imagine, de M. Chabani. Ça vous dérange pas que vous fassiez des bulletins manuscrits? Est-ce que le groupe de M. Hunevert, ça vous dérange? Bon, ça va nous faire gagner du temps. Ainsi, nous avons donc 3 listes. La première liste, je l'ai citée, je la renouvelle. Anthony Mangin, Rabea Soltani, Idriss Niang, Garel El Sodi, Gilles Solière, Muriel Lagneau, Azad Bapir, Jemila Maghraoui, Michel Lastapi, Nawel Latif, Mohamed Kemlich, Aude Lagarde, Ladji Gassama, Sabrina Nemouchi. Je demande à l'administration de distribuer les bulletins de vote. La seconde liste, conduite par M. Hunevert, donc M. Gökhan Hunevert, Mme Karine Niles, M. Ilias El Haddad et Mme Chloé Jaouen. Et la troisième liste, M. Hamid Chabani, Mme Marianne Vasilev et M. Tom Zemiti. Ça serait bien qu'on les distribue un peu plus rapidement. Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, voici les résultats du scrutin. Votant 48, nombre de bulletins trouvés dans l'urne 48, bulletins blancs ou nuls 0, suffrage exprimé 48, nombre de sièges à pourvoir 14, ce qui donne un quotient électoral de 48 divisé par 14, c'est-à-dire 3,42. La liste Drancy Tous Ensemble a obtenu 41 voix. La liste gagnée pour Drancy a obtenu 4 voix. La liste Drancy avec vous a obtenu 3 voix. Ce qui veut dire que, au quotient, c'est-à-dire à la première distribution, la liste Drancy Tous Ensemble obtient 11 sièges, 41 divisé par 3, 42, ça fait 11,98. La liste gagnée pour Drancy obtient 4 voix, 4 divisé par 3,42, ça fait 1,16, ça fait 1 siège. La liste conduite par M. Chabani, Drancy avec vous, 3 voix, 3 divisé par 3,42, ça fait 0,87, c'est-à-dire 0 siège au quotient. Il y a donc 11 sièges pour la liste Drancy Tous Ensemble et 1 siège pour la liste gagnée pour Drancy qui sont attribués, puisqu'il y a 14 sièges, ça fait 12 sièges attribués au quotient, les autres se le sont à la plus forte moyenne. Pour la plus forte moyenne, concernant le premier siège, la liste Drancy Tous Ensemble obtient une moyenne de 3,41. Pour ceux qui voudraient contrôler en cas de doute, c'est 41 divisé par 11 sièges plus 1, c'est comme ça qu'on le calcule. La liste gagnée pour Drancy
obtient un quotient de 2. Je ne vais pas refaire à chaque fois la démonstration, mais c'est pour rassurer tout le monde. Et la liste Drancy avec vous obtient un quotient de 3. Le premier siège est donc acquis à la liste Drancy tous ensemble, puisqu'elle a un quotient de 3,41 contre 2 et 3 pour ce qui concerne les deux autres listes. Pour ce qui concerne le second siège, la majorité, une fois qu'on recalcule son quotient, obtient 3,15 de quotient, c'est-à-dire 41 divisé par 12 plus 1, 41 divisé par 13, ce qui fait 3,15. La liste gagnée pour Drancy a toujours un quotient de 2, et la liste Drancy avec vous a toujours un quotient de 3 pour l'attribution du second siège à la proportionnelle à la plus forte moyenne. C'est encore la liste Drancy tous ensemble qui a la plus forte moyenne avec 3,15 contre 2 et 3, ce qui veut dire qu'elle a également le 13e siège. Le résultat du scrutin donne donc pour la liste Drancy tous ensemble 13 sièges, pour la liste Drancy gagné pour Drancy 1 siège, pour la liste Drancy avec vous 0 siège. Ils sont ainsi proclamés membres du Conseil territorial, les candidats qui étaient là. Alors si vous voulez, je les récapitule pour que tout le monde l'ait bien en tête. La liste Drancy tous ensemble ont été élus Anthony Mangin, Rabea Soltani, Idriss Niang, Arela El Sodi, Gilles Solière, Muriel Lagneau, Azad Bapir, Djemila Megraoui, Michel Lastapi, Nawel Latif, Mohamed Kemlich, Aude Lagarde et Ladji Gassama. Et pour la liste gagnée pour Drancy a été élu M. Gökhan Unver. Nous passons donc à la suite de l'ordre du jour. Il s'agit cette fois... Alors, pardon, j'ai oublié en début de conseil de faire valider le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 février dernier. La plupart d'entre vous n'étaient pas membres de ce conseil municipal, mais vous l'avez reçu. Est-ce que vous avez des questions, des observations, des demandes de rectification? Je précise aux nouveaux élus que c'est ce qu'on doit faire en début de conseil à chaque fois pour vérifier. Après, le procès-verbal est considéré comme adopté s'il n'y a pas de modification demandée. Est-ce qu'il y a des modifications demandées? Il n'y en a pas, il est donc adopté. Je reprends le cours du conseil municipal. Nous devons maintenant désigner des délégués du conseil municipal au sein du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication, appelé CIPEREC. Là encore, je vous propose, en vertu de l'article 21-21-21 du Code général des collectivités territoriales, que nous puissions voter à main levée, puisqu'il n'y a qu'un seul candidat titulaire et un seul candidat suppléant. Ce qui veut dire, je le dis pour le public, que quelles que soient les candidatures qui n'émaneraient pas de la majorité, c'est forcément un élu de la majorité qui sera élu, puisque là, il n'y a pas de proportionnel. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce qui concerne les membres de l'opposition pour qu'on vote à main levée? Bon. Je vous propose donc la candidature pour nous représenter comme titulaire au CIPEREC, la candidature de M. Anthony Mangin, et que Azad Bapir soit son suppléant. Il n'y a pas d'autres candidatures? Je mets donc cette proposition aux voix. Ceux qui sont pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Et donc, Anthony Mangin comme titulaire et Azad Bapir comme suppléant sont nos représentants au CIPEREC. Nous devons ensuite faire la désignation des délégués du conseil municipal au sein du conseil d'administration du CIGEF, c'est le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France. De la même façon, il n'y a qu'un titulaire et un suppléant à pourvoir. Je propose à l'opposition que nous puissions, en application de l'article L21-21-21, voter à main levée. Est-ce que vous en êtes d'accord? Ils en sont d'accord. Je le dis pour le procès-verbal au cas où personne ne s'y oppose dans la majorité. Je vous propose donc la candidature pour être titulaire, la mienne, celle de Jean-Christophe Lagarde, et comme suppléante, Djemila Megraoui. Il n'y a pas d'autres candidatures. Je mets cette proposition aux voix. Ceux qui sont pour, avis contraire, abstention. Je vous remercie. Donc Jean-Christophe Lagarde comme titulaire et Djemila Megraoui comme suppléante sont donc ainsi désignés par le conseil municipal. Nous devons ensuite désigner des délégués pour le syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, le CIFUREP. De la même façon, il n'y a qu'un titulaire à pourvoir et une suppléance. Je vous propose, en vertu de l'article 21-21-21 du Code général des collectivités territoriales, de voter à main levée. Est-ce qu'il y a des oppositions à cela? Non, à l'unanimité. Je vous propose donc que je vous représente comme titulaire dans le CIFUREP et que Daniel Belance-Priam, nous représente comme suppléante. Y a-t-il des
D'autres candidatures? Ceux qui sont pour, avis contraire, abstention, je vous remercie. Nous désignons ensuite les représentants de la ville au sein de la commission d'évaluation des charges transférées, la CLECT, établie entre la métropole du Grand Paris et ses communes membres. De la même façon, nous n'avons qu'un titulaire et un suppléant. En vertu de l'article 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, je propose que nous votions à main levée. Est-ce qu'il y a des oppositions? Tout le monde est d'accord? À l'unanimité, nous pouvons donc voter à main levée. Je vous propose la candidature d'Anthony Mongin comme titulaire et de Djemila Megraoui comme suppléante. Y a-t-il d'autres candidatures? Ceux qui sont pour, avis contraire, abstention, je vous remercie. Désignation des représentants de la ville au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, mais cette fois-ci entre l'établissement public territorial paritaire d'Envol et les villes membres, dont la ville de Drancy. De la même façon, il n'y a qu'une seule candidature titulaire et une seule candidature suppléante. Je vous propose que, au titre de l'article 2121-21 du CGT, nous puissions du CGCT, pardon. Nous puissions voter à main levée. Est-ce qu'il y a des oppositions? Il n'y en a pas. Tout le monde est d'accord pour qu'on vote à main levée. Et je vous propose la candidature d'Anthony Mongin comme titulaire et d'Arela El Sodi comme suppléante. Je mets aux voix cette il n'y a pas d'autres candidats. Je mets aux voix cette proposition. Ceux qui sont pour, contre, abstention, je vous remercie. Nous en venons ensuite à la désignation d'un membre du conseil municipal pour représenter la collectivité territoriale de Drancy aux séances du conseil de discipline de recours d'Île-de-France au sein du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne. Conformément à l'article 21-21 du Code général des collectivités territoriales, je vais vous proposer de voter à bulletin secret puisque là, nous n'avons qu'un seul membre titulaire. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce qu'on vote à main levée? Tout le monde est d'accord? À l'unanimité, et donc je vous propose la candidature de Anthony Mongin pour nous représenter, qui est pour, qui est contre, abstention, je vous remercie. Nous en venons à la désignation des délégués du conseil municipal au sein du comité syndical de l'Agence métropolitaine des mobilités partagées, la GEMOB. C'est ce qui, pour le public, c'est ce qui s'occupe de Vélib. Avant c'était Autolib aussi, mais il n'y a plus que Vélib, mais il y a le solde des conflits avec Autolib qui représente des enjeux financiers non négligeables. Donc nous sommes adhérents à ce syndicat. Nous avons uniquement une candidature titulaire et un représentant titulaire et un représentant suppléant. En vertu de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose donc de procéder à un vote à main levée. Est-ce qu'il y a des oppositions? Il n'y en a pas. Tout le monde est d'accord pour qu'on vote à main levée. Je vous propose donc ma candidature comme titulaire et celle d'Azad Bapir comme suppléant. Y a-t-il d'autres candidatures? Ceux qui sont pour, avis contraire, abstention, je vous remercie. Nous désignons ensuite un représentant de la ville au sein du conseil d'administration de la Société d'Île-de-France de construction durable, SIFCD. Nous n'avons qu'un seul représentant dans cet organisme, et donc en vertu de l'article 21-21 du Code général des collectivités territoriales, je vais vous proposer de procéder à un vote à main levée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y oppose? Est-ce que tout le monde est d'accord? À l'unanimité, nous voterons donc à main levée. Je vous propose la candidature de Michel Lastapi pour représenter le conseil municipal. Ceux qui sont pour, avis contraire, abstention, je vous remercie. Nous avons ensuite à désigner des délégués du conseil municipal au sein du comité syndical du syndicat intercommunal pour les cimetières des communes d'Aubervilliers, Bobigny, Drancy et La Courneuve. Pour le public, c'est le cimetière intercommunal de La Courneuve dont il s'agit. Nous avons un représentant titulaire, un représentant suppléant. Je vous propose que, en vertu de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, nous votions à main levée. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Non, tout le monde est d'accord pour qu'on procède de la même façon. Je vous en remercie. Je vous propose donc ma candidature comme titulaire et celle de Danielle Belance-Priam comme suppléante. Y a-t-il d'autres candidatures? Il n'y en a pas. Ceux qui sont pour? Avis contraire, abstention, je vous remercie. Nous devons maintenant désigner un représentant de la ville au conseil d'administration et de l'Assemblée générale de la mission locale de l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol. Il y a un seul siège pour la ville de Drancy, en vertu de l'article 21-21-21 du Code général des collectivités territoriales. Je vais vous proposer qu'on fasse un vote à main levée. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Tout le monde est d'accord pour qu'on vote à main levée? Nous voterons donc à main levée.
Et puisque nous avons un seul siège, je vous propose la candidature de Monsieur Idriss Niang. Y a-t-il d'autres candidatures? Ceux qui sont pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Voilà, on a fini avec ces désignations-là. Le prochain conseil municipal en demandera un certain nombre d'autres à faire, mais ça allégera le conseil municipal suivant, pardon d'avoir été un peu répétitif et lassant. Pour la délibération numéro 15, qui concerne la confirmation des prédemandes de subventions déposées par la ville de Drancy au titre de l'année 2026 dans le cadre des dispositifs des PV de décile, Fonds vert, MGP, FIM et la région Île-de-France, je donne la parole à Monsieur Anthony Mangin, maire adjoint chargé des finances. Bonsoir, Monsieur le maire, merci. Dans le cadre des dispositifs de financement de l'État pour l'année 2026 et de la MGP, la ville de Drancy a déposé plusieurs pré-demandes de subventions avant la date limite fixée au 27 février 2026. En raison du calendrier électoral, la circulaire préfectorale du 30 janvier 2026 a imposé un courrier du nouveau maire confirmant les pré-demandes avant le 31 mars et une délibération municipale validant les plans de financement avant le 17 avril. La présente délibération confirme donc 5 projets majeurs répondant à l'intérêt général aux objectifs de durabilité, d'amélioration du cadre de vie et de réduction des inégalités territoriales. Le 1, c'est la réhabilitation et extension du stade nautique. Les demandes complémentaires formulées sont au niveau de l'État d'1 500 000 €, de la MGP 1 million d'euros et en attente de la région Île-de-France pour 1 386 017,33 €. Le dossier numéro 2, c'est la création du groupe scolaire du Baillet, pour lequel les demandes ont été faites au Fonds vert volet environnemental pour 595 066,02 €. Le point 3, c'est le volet environnemental groupe scolaire du Baillet, où là, la demande est au titre du Fonds vert sur 595 066,02 €. Et les travaux de rénovation des équipements en quartier prioritaire, subvention sollicitée au titre de la DPV 1 101 231,26 €. En 5e dossier, l'acquisition de 27 véhicules électriques pour lesquels les subventions sollicitées sont auprès de la DSIL 242 788,03 €. La MGP, dans le cadre du FIM, 251 719,29 € et la région Île-de-France, 26 793,77 €. Il est demandé à l'Assemblée délibérante d'approuver la présente délibération confirmant les pré-demandes de subventions déposées par la ville de Drancy au titre de l'année 2026 dans le cadre des différents dispositifs cités afin de mener les projets dans les délais prévus et fournir l'ensemble des documents requis au service de l'État. Merci, Monsieur Mangin. Avez-vous des questions, des interventions? Il n'y en a pas. Je mets donc cette délibération aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. La majorité du conseil municipal a donc décidé de demander des subventions. Pour ce qui concerne la délibération suivante, je vais vous la rapporter. Il s'agit des indemnités de fonction des élus et la majoration des indemnités de fonction des élus. Les indemnités de fonction du maire, des adjoints de quartier, des conseillers municipaux délégués de la ville de Drancy sont fixées dans les limites et les modalités d'attribution définies par le Code général des collectivités territoriales, le CGCT. Le conseil municipal de Drancy a élu 14 adjoints au maire et 4 adjoints de quartier, soit un total de 18 adjoints. Depuis la loi numéro 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, l'enveloppe indemnitaire globale à répartir entre le maire, les adjoints et les conseillers municipaux bénéficiant d'une délégation est fixée en fonction du nombre d'adjoints théoriques. Alors, je précise, puisque je ne l'ai pas fait lors du dernier conseil municipal, que les 18 adjoints qui ont reçu une délégation, je vais préciser leur délégation pour le procès-verbal du conseil municipal et en profiter pour informer le conseil municipal des délégations des conseillers délégués, puisqu'il s'agit d'eux. Premier adjoint chargé des finances et de la culture et des marchés publics, Anthony Mangin. Deuxième adjoint chargé de la santé, Rabea Soltani. Troisième adjoint chargé de la maison de l'emploi, de la formation et du commerce, Idriss Niang. Quatrième adjoint chargé de la maison des parents et de la petite enfance, Arela El Sodi. Cinquième adjoint chargé de la politique de la ville et du développement économique, Grégory Chavarroc. Sixième adjointe rénovation urbaine, chargé de la rénovation urbaine et du quartier du Petit Drancy, c'est Muriel Lagneau.
7e adjoint, Azad Bapir, chargé des travaux de transport, du stationnement, des parcs et jardins. 8e adjoint, Jemila Megraoui, chargé de l'environnement, du développement durable et du quartier du centre-ville. 9e adjoint, Henri Michel, qui est chargé des sports et du stade nautique. 10e adjointe, Nawel Latif, qui est chargé de l'innovation et de la coordination sociale, des centres sociaux municipaux et du quartier de l'Avenir. 11e adjoint, chargé de l'éducation et de la restauration scolaire, il s'agit de Denis Lemeur. 12e adjointe, il s'agit d'Aude Lagarde, qui est chargé des affaires sociales de l'âge d'or, c'est-à-dire de nos anciens, du handicap et des troubles de l'enfance. 13e adjoint, Mohamed Kemlich, qui est chargé des centres de loisirs, du club ado et des centres de vacances. 14e adjointe, Sabrina Limouchi, qui est chargée de la sécurité et de la tranquillité publique. Nora Daoudi, qui est chargée du quartier de l'économie en tant qu'adjointe de quartier. Ladji Gassama, qui est adjointe de quartier Paris-Campagne et qui est chargée de la jeunesse. Gurpreet Singh, qui est adjointe du quartier de la Mare, chargé du point de justice et du droit des femmes. Gilles Solière, qui est adjoint du quartier du Bayet, chargé des marchés aux comestibles et des anciens combattants. Quant aux conseillers municipaux délégués, c'est l'information que je n'avais pas donnée lors du dernier conseil municipal, Monsieur Michel Lastapi est délégué à l'urbanisme et aux commissions de sécurité, Monsieur Domenico Bartuccio est délégué au logement, Madame Anaïs Baziz est déléguée à l'hygiène et à l'habitat, Madame Samia Amani est déléguée à la démocratie de proximité et au conseil de quartier, Madame Tiffaine Nagou est déléguée à la condition animale et chargée du quartier des oiseaux, Madame Denise Perrin est déléguée à la maison des services aux maisons des services publics, Monsieur Melvin Barry à la maison des jeunes du campus et à la structure d'information jeunesse, Monsieur Lionel Pain aux relations publiques, Madame Aïssata Nnongo à l'éducation populaire, Daniel Belance-Priam à l'état civil et au guichet unique, et enfin Jessica Zegag au jumelage. Bref, je reviens aux indemnités. Le taux de l'indemnité de fonction du maire d'une commune correspondant à la strate de Drancy est fixé de droit à 110% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Le taux maximal de l'indemnité pouvant être attribué aux adjoints au maire d'une commune correspondant à la strate de Drancy est de 44% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Le conseil municipal détermine librement le montant des indemnités allouées au maire, aux adjoints, aux conseils municipaux dans la limite de l'enveloppe indemnitaire prévue par les dispositions du CGCT. Au 1er avril 2026, l'indice brut terminal de la fonction publique est 1027, soit 4110,52 € brut. Les majorations s'ajoutent aux indemnités préalablement votées, d'où l'obligation de procéder à 2 votes successifs. Les majorations sont ouvertes aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués. Ces majorations ne concernent que certaines communes identifiées à l'article 21-23-22 du CGCT. L'application d'une majoration doit faire l'objet d'un vote spécifique distinct de celui fixant le montant initial des indemnités. Ces 2 délibérations peuvent toutefois être prises au cours d'une même séance du conseil municipal. Les majorations applicables à Drancy sont, d'une part, une majoration de 15% au titre d'ancien chef-lieu de canton. Il y a d'ailleurs toujours un chef-lieu de canton en l'espèce, mais bon. Ayant détenu la qualité du chef-lieu de canton, bénéficie sans limitation de durée de la possibilité de majorer de 15% les indemnités de fonction des élus. Les majorations s'appliquent sur la base des indemnités maximales correspondant à la strate démographique de rattachement de Drancy, c'est-à-dire entre 50 et 99 999 habitants, soit 110% pour le maire et 44% pour les adjoints. Il y a également une majoration liée à la dotation de solidarité urbaine. En tant que commune bénéficiaire de la DSU, Drancy peut appliquer les taux de la strate démographique immédiatement supérieure, soit celle des communes de 100 000 à 200 000 habitants, 145% pour le maire et 66% pour les adjoints, afin de tenir compte des difficultés plus grandes dans les zones prioritaires en politique de la ville. Ainsi, la commune de Drancy bénéficie de 2 majorations cumulables, ancien chef-lieu de canton et DSU. Conformément aux dispositions des articles L2121-12 et 2121-13 du Code général des collectivités territoriales, il est porté à la connaissance du conseil municipal que les variations d'indemnité de fonction sont justifiées par la nature des délégations et ou le temps qu'il est nécessaire de consacrer aux missions qui en découlent. Ainsi, le taux maximal d'indemnité pour un adjoint au maire étant de 44% pour une commune de la strate de 50 à 99 000 habitants, il convient d'apporter au Conseil des éléments d'information sur l'attribution d'une indemnité supérieure à ce taux. Le premier adjoint au maire, je lui ai demandé de se consacrer à plein temps à ses délégations et représentations, raison pour laquelle il a une indemnité plus importante. Le 5e adjoint consacre une part importante de son temps personnel au suivi de ses délégations, nécessitant notamment sa présence aux réunions de coordination, au comité de suivi de la politique de la ville, qui ont lieu en journée, qui donc nuisent à l'exercice professionnel, en lien avec les services du territoire et les services décentralisés de l'État, ainsi qu'une disponibilité importante auprès des responsables associatifs et économiques.
La 6e adjointe au maire consacre une part importante de son temps personnel au suivi des projets de renouvellement urbain nécessitant notamment sa présence aux réunions de coordination ville, au PH, État et à toutes les réunions publiques d'information des habitants, ainsi qu'en recevant leurs demandes. La 10e adjointe au maire se consacre à plein temps, c'est ce que je lui ai demandé, à ses délégations et représentations pour favoriser l'innovation et la coordination sociale. La 12e adjointe au maire se fera de même pour suivre les affaires sociales, nos anciens, le handicap et les enfants atteints de troubles. Par ailleurs, le taux moyen d'indemnité pour un conseiller municipal délégué ayant été fixé à 7,30, il convient d'apporter aussi au Conseil des éléments d'information sur l'attribution d'une indemnité supérieure à ce taux pour quelques conseillers délégués. Le conseiller municipal délégué à l'urbanisme et aux commissions de sécurité, champ de compétences vaste habituellement confié à un adjoint au maire, consacre évidemment une part importante de son temps personnel à la participation à ces délégations, à la participation aux commissions communales de sécurité et d'accessibilité, ainsi qu'au suivi des demandes des documents d'urbanisme nécessitant de recevoir de nombreux habitants. Le conseiller municipal délégué au logement, champ de compétences vaste, communément confié à un adjoint au maire, consacre une part importante de son temps personnel au suivi des demandes de logement, nécessitant de recevoir à leur demande les habitants, mais également de représenter le maire auprès de l'ensemble des bailleurs sociaux et de leurs instances, notamment les commissions d'attribution, ce qui concerne un temps conséquent en journée. La conseillère municipale déléguée à l'hygiène et à l'habitat, là aussi, qui peut être assez communément un champ confié, qui est vaste et qui est confié à un adjoint au maire, surtout chez nous, parce qu'en termes d'hygiène, qu'il s'agisse des permis de louer ou des procédures d'hygiène contre des propriétaires voyous, ça représente un travail important. Et donc, elle consacre une part importante de son temps personnel au suivi de la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité publique, ainsi qu'à la mise en œuvre de dispositifs, je le disais, du permis de louer, qui là aussi nécessite un certain nombre de réunions et de suivis et de rendez-vous en journée. Enfin, la conseillère municipale déléguée à la condition animale et au quartier des oiseaux consacre aussi une part importante de son temps personnel à recevoir les personnes de ce quartier au même titre que les maires adjoints de quartier. Il se trouve qu'elle n'est pas maire adjointe de quartier, ainsi qu'au suivi et à la coordination des actions en matière de protection animale en lien avec tous nos partenaires associatifs et institutionnels. Voilà le rapport que je fais pour les deux délibérations. Je rappelle pour la compréhension du conseil municipal et du public que nous aurons un premier rapport qui fixe les indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués, et un second pour lequel il vous est proposé de majorer les indemnités de fonction en question, ainsi que le prévoit la loi. Qui demande la parole? Madame Jaouel. Excusez-moi, je ne suis pas très bon sur la mémoire des noms, donc il faudra me laisser une ou deux séances. C'est pas du tout d'un manque de respect. Monsieur le maire... Oula, ok. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux. Pour ma première intervention, je tiens à faire savoir que je suis très heureuse de rejoindre ce conseil municipal et que pour la durée de mon mandat, je ne porterai qu'une ligne, celle de la gauche de rupture. Je tiens à saluer votre volonté d'apaisement et je souhaite dire au nom de mon groupe que, tant que vous vous y tiendrez, nous ferons de même. Mon intervention porte ainsi sur la présente délibération. À sa lecture, j'avoue que mes camarades et moi-même étions un peu consternés. Ce que nous relevons tout de suite, ce sont les différences manifestes entre les différents montants d'indemnité perçus par vos adjoints et adjointes. Dans les documents que vous nous avez envoyés, on s'aperçoit que votre 10e adjointe et votre 12e adjointe sont toutes les deux à temps plein. Cependant, quand on fait le calcul de conversion du pourcentage de l'indice brut terminal de la fonction publique, on tombe sur des montants in fine très différents. Votre 10e adjointe perçoit une indemnité d'environ 3 135 € et votre 12e adjointe perçoit une indemnité d'environ 4 785 €. On observe donc un écart de plus de 1 600 € entre les deux. Nous souhaitons ainsi que vous justifiez ce premier fait et on vous demande d'être très clair sur un point. Est-ce que ce fait de mettre votre 12e adjointe à temps plein avec une telle indemnité, qui est en gros comparable à celle de votre premier adjoint, a quelque chose à voir avec le lien de filiation que vous entretenez? Aussi, si les missions de votre 12e adjointe sont si importantes pour justifier une telle indemnité, pourquoi ne pas l'avoir nommée 2e adjointe? De plus, on se rend compte une fois encore, à la lecture des documents, que votre 10e adjointe, qui est, je le rappelle à temps plein, perçoit une indemnité identique à celle de votre 5e et de votre 6e adjoint, qui, eux, ne sont pas à temps plein. Donc, on aimerait que vous nous expliquiez ce point, car si vous estimez que les missions de votre 10e adjointe nécessitent que celle-ci se consacre à temps plein à ses fonctions, vous ne pouvez lui verser une indemnité égale à celle d'adjoints qui ne sont pas de fait à temps plein. Dans ce cas, nous nous trouverions dans une situation de fait discriminatoire et on vous demande de rectifier.
Aussi, vous avez dressé une grande priorité dans votre éditorial que l'on retrouve à la première page de votre programme sorti pendant la campagne municipale. Je cite, « Notre priorité restera l'éducation ». Cependant, quand on observe encore une fois les documents que nous avons reçus, on se rend compte que votre adjoint à l'éducation n'est que votre 11e adjoint et qu'il perçoit la plus petite indemnité parmi tous vos adjoints. De plus, il n'est pas non plus à temps plein et il n'est pas fait mention qu'il consacrera une, je cite encore vos documents, part importante de son temps personnel au suivi de ses délégations. Donc la question que l'on souhaite poser est la suivante. Au regard des éléments que je viens de mettre en exergue, estime-t-il que la question de l'éducation sera effectivement érigée comme priorité de votre mandat ? Enfin, eu égard à l'ensemble de ces éléments, nous souhaitons que vous procédiez à un rééquilibrage. Nous demandons ainsi que votre 12e adjointe ne perçoive pas une indemnité aussi exponentielle qui, à notre sens, ne s'explique que par votre lien de filiation. Nous demandons que votre 10e adjointe à temps plein perçoive une indemnité supérieure à celle de votre 5e et de votre 6e adjoint, qui eux ne sont pas à temps plein. Et enfin, nous demandons que votre 10e adjoint chargé de l'éducation, priorité du mandat, soit lui en temps plein et perçoive une indemnité en adéquation avec cela. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a une autre demande de prise de parole? Monsieur Zemiti. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, cher public, bonsoir. Nous examinons aujourd'hui le tableau des indemnités. Et disons-le clairement, ce qui nous est proposé pose un problème de cohérence, de transparence et d'exemplarité. J'essaierai d'exposer ça en quelques points. Le premier point, l'explosion de l'indemnité du maire. En 2020, celle-ci était de 4 790 € brut par mois. Les montants donnés seront bruts. En 2026, elle passe donc à 6 638 € brut, soit une augmentation de 38%. Dans un contexte national, local, où l'on demande des efforts aux habitants, où les finances publiques sont sous tension, quelle est la justification de cette hausse aussi brutale? Dans un deuxième point, une situation pour le moins troublante, vous l'avez un petit peu anticipé lors de votre prise de parole. Des incohérences sont à signaler. On a du mal à trouver les critères, l'appréciation qui est prise comme logique. À la fois, donc, je reprendrai ce que ma collègue vient de dire, sur le premier adjoint, le 5e adjoint, le 6e adjoint, le 10e et le 12e adjoint. En effet, l'ancienne maire de Drancy qui percevait 4 790 € en tant que maire, aujourd'hui en tant que 12e adjointe, touchera une indemnité quasi identique, de 4 785 €. Donc un même niveau de rémunération, mais un niveau de responsabilité qui, normalement, est moindre. La question ici est très simple également. Comment justifier qu'un adjoint soit rémunéré comme un maire? Troisième point, la question de la parité et du signal politique. Il est souvent évoqué, et je sais que c'est un sujet qui tient à cœur l'ensemble des élus et qui a été un sujet de campagne, égalité femmes-hommes. Là, ici, le message que vous envoyez, monsieur le maire, il est très simple. En tant que maire, une femme touchait 4 790 €. En tant que maire, c'est 6 638 €. Soit toujours 38% de plus. La parité, ce ne sont pas que des mots, mais on demande à ce que ce soit également une réalité dans les décisions. Le quatrième point, la dérive globale. Le total des indemnités versées aux élus augmente de 20% par rapport à la précédente mandature. Vous l'avez exposé, c'est dû à aussi différentes enveloppes liées à l'État, etc. Mais le signal envoyé à la population, ici encore, est négatif. 20% de hausse globale, 38% pour le maire, des écarts difficilement compréhensibles entre élus sur lesquels je ne reviendrai pas et que ma collègue a exposé pour certains. Quelle est la logique d'ensemble? Où sont les critères? Où est la cohérence? Au fond, ce que nous dénonçons, ce n'est pas le principe des indemnités. C'est 1. L'absence de justification claire, 2. Les incohérences manifestes, et 3. Le mauvais signal envoyé aux Drancéens. J'ai souvenir, il y a quelques jours maintenant, lors du conseil municipal d'installation, vous avez appelé de vos vœux à un apaisement, à une transparence et à un travail collectif de la représentation drancéenne. Ma question est la suivante. Dans ce cas, quels moyens sont alloués à l'ensemble des conseils municipaux, également ceux qui n'ont pas d'indemnité? Pour la parfaite information du public, il faut savoir également que les élus de l'opposition n'ont même pas accès au parking de surface de la mairie, y compris les soirs de conseil municipal. Donc voilà, l'incohérence encore ici s'y retrouve. Je vous le dis clairement, je crois que ça a été un sujet de campagne également. Les habitants attendent de la rigueur, de la transparence et de l'exemplarité. Aujourd'hui, ces trois exigences, on ne les retrouve pas dans cette grille d'indemnité. C'est pourquoi nous demandons 1. La publication des critères précis de répartition des indemnités. Vous l'avez évoqué, mais hormis quelques éléments de langage sur une espèce de grille RH en fonction des fonctions professionnelles des uns et des autres, ça reste globalement flou. 2. Une remise à plat de cette grille
Et 3, nous demandons également une information claire et complète aux Drancéens, que les chiffres soient donnés, qu'il n'y ait pas de tabou et qu'on puisse le justifier si vous estimez, en effet, comme vous l'avez un petit peu exposé, et j'imagine que vous allez le faire en répondant à nos prises de parole, que l'information soit claire et transparente pour chacun. L'argent public impose une chose, la confiance, et la confiance suppose tout simplement la clarté. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Bien. En matière d'apaisement, je crois que nous attendrons un peu. Alors, d'abord, Madame Jaouen, je veux vous préciser que je n'ai pas de lien de filiation avec Madame Aude-Lagarde. Ce n'est pas ma fille. C'est mon épouse. Comme vous l'avez répété à 2 ou 3 reprises, je préférais corriger ce point. Deuxième chose, pour tous les chiffres que vous avez cités, comme toujours, comme tous les opposants qui font de ce sujet-là un sujet majeur, je tiens à préciser que ce sont des chiffres en brut. Parce qu'évidemment, ce sont des chiffres bruts. Ben, c'est mieux de le préciser. Quand vous dites tant d'euros, dites brut. Puisque les citoyens pourraient penser que c'est ce que touchent effectivement les élus municipaux, ici et ailleurs. Puisque la règle qui est fixée ici, en réalité, elle vaut partout. D'accord? Les plafonds, les limites, etc. Et donc ce n'est pas, les chiffres que vous avez cités, que je n'ai pas notés, pour le compte, la réalité de ce qui arrive sur le compte bancaire. Parce qu'évidemment, si vous comparez ça à un salaire, personne sur son bulletin de salaire ne regarde son salaire brut, personne. Mais par contre, dès qu'on parle du salaire d'un élu politique, sauf quand il est dans tel ou tel parti politique plus proche des élus qui viennent d'intervenir, on parle en euros bruts. Moi, je préférerais qu'on le précise. En tout cas, ça me paraîtrait de bonne loi. Ensuite, vous avez, et c'est bien normal, vous êtes toute nouvelle conseillère municipale, vous vous en réjouissiez tout à l'heure, vous avez fait une confusion absolue sur l'ordre du nombre d'adjoints. L'ordre du nombre d'adjoints et les délégations qui leur sont confiées n'ont strictement rien à voir. Et d'ailleurs, en réalité, quasi aucune importance. La seule chose qui change entre le premier adjoint et le 12e, le 14e adjoint, c'est que quand le maire est absent, si le premier adjoint est là, c'est lui qui le remplace, si le deuxième adjoint, si le premier adjoint n'est pas là, etc. C'est juste une question de remplacement du maire. Ça n'est pas une hiérarchie. Ça n'est pas une hiérarchie d'importance. Et donc, le fait que M. le maire adjoint à l'éducation soit 11e adjoint, il aurait pu être 3e, 2e, 13e, ça ne change rien. Et je vous remercie d'ailleurs de vous inquiéter de son positionnement, mais enfin, à ma connaissance, sauf s'il a le souhait de dire le contraire, il en a parfaitement le droit, ça lui convient très bien ainsi. Donc, il sait bien que c'est la délégation qui est importante, et sa délégation est large. Vous vous êtes inquiété, alors j'ai déjà expliqué les différences entre les élus, donc je ne vais pas reprendre ce que je vous ai déjà lu. Nous avons fait une autre modulation. C'est qu'il se trouve que M. le maire, il est retraité. Or, l'indemnité, elle est censée compenser une partie, pour partie, des pertes de revenus professionnels. Et forcément, quand vous exercez telle ou telle profession, quand vous passez du temps, alors ça dépend des professions, si vous êtes fonctionnaire, vous avez des autorisations d'absence, vous avez tout un tas de choses, mais si vous n'êtes pas fonctionnaire, vous perdez dans votre rémunération ou dans votre progression de carrière du fait d'être élu municipal et d'exercer une délégation. Pardon. Et donc, elle est modulée un peu à la baisse pour les retraités. Et pourquoi est-ce que, par rapport aux autres mandats, on a demandé à plus d'élus, pour le compte, de ne pas exercer l'activité professionnelle? On a voulu un renouvellement important de la liste. Je ne sais pas ce qui ne vous convient pas dans ma réponse, Mme Jaouen. D'accord, mais c'est ma réponse. D'accord? Donc, vous allez juste attendre que je réponde, et ensuite juger si la réponse ne vous convient pas, et puis à ce moment-là, vous reprendrez la parole. D'accord? Bon. Donc, si vous vous êtes plaint du fait que l'éducation était maltraitée parce que l'adjoint n'était pas assez payé, qu'il était 11e adjoint, c'était bien votre question quand même. À moins que j'ai mal compris. On écoutera sur le procès verbal. Pour ce qui concerne la modulation, elle existe, et c'est vrai que j'ai demandé à plus d'adjoints que ce ne fut le cas par le passé, de ne pas exercer d'autres activités professionnelles, parce que quand on avait, c'était le cas, 5, 6, voire 7 retraités dans l'ancienne équipe municipale, l'avantage qu'on a pour avoir des élus retraités, c'est qu'ils peuvent être là, disponibles en journée. Alors, il y a beaucoup de réunions qui ont lieu en journée, y compris hors leur délégation, pour aller représenter la ville dans telle ou telle instance, telle réunion, que différentes institutions
organise. Et pour permettre justement que les personnes qui exercent ou renoncent à exercer une activité salariée puissent être mieux indemnisées, il y a des retraités qui, là encore, l'ont accepté et qui le comprennent, qui ont accepté que ça soit un peu inférieur, quand on me demandait tout à l'heure sur la cohérence. Ensuite, vous posez la question, et M. Zemiti aussi, du cas de la 12e adjointe. Donc il s'agit de Haut-de-la-Garde, pour être clair, parce que dans la volonté d'apaisement, il y a quelqu'un qui est visé dans votre demande. M. Lemeur, il était là pris en otage au passage, parce que l'éducation, etc. Mais enfin, tous les autres, c'était ça l'essentiel de la demande. Il se trouve pour le compte que elle est rémunérée un tout petit peu moins que M. Mangin, que je crois que son expérience peut être utile au conseil municipal, que je pense que quand vous défendez les salariés, vous pensez aussi que l'expérience, et que si elle devait aller travailler, elle gagnerait plus que ça, pour ce qui concerne le mandat de maire adjointe. Et donc, de la même façon, je souhaite qu'elle exerce son mandat, d'autant plus qu'elle a d'autres mandats, ce qui répondra à M. Zemiti, qui quand même a un culot extraordinaire. Venir demander pourquoi est-ce que Mme Lagarde, dans le mandat précédent, avait une indemnité moindre que celle que je propose au conseil municipal pour moi-même, c'est simplement parce qu'elle avait décidé qu'ayant d'autres indemnités en tant que conseillère départementale et en tant que vice-président du territoire, il n'était pas nécessaire qu'elle puisse toucher plus. Et aujourd'hui, il me dit « Ah, et vous, pourquoi vous allez toucher plus ?» Parce que j'ai dit que j'exercerai qu'un seul mandat. Voilà. Vos 38% de la part de vous, vos 38% d'augmentation, c'est en réalité l'indemnité normale du maire que tous les maires vont s'attribuer dans le département, et moi, je n'exercerai que ce mandat. Je l'ai dit, et donc, je pense que je dois avoir le salaire normal du maire, et pas une partie seulement du salaire, comme Aude avait décidé de le faire, justement, parce que elle exerce par ailleurs d'autres mandats. Quant à l'égalité homme-femme, elle n'a strictement rien à voir là-dedans. On peut faire tous les raisonnements possibles et imaginables. C'est en fonction de la charge de travail, je l'ai expliqué tout à l'heure, du temps nécessaire que j'ai essayé de faire en sorte que... Mais c'est aussi en fonction de la rémunération que les uns et les autres avaient avant ou auxquels ils peuvent prétendre. C'est-à-dire que si quelqu'un a un poste rémunéré à tel tarif, c'est à ce niveau-là qu'on essaye de l'indemniser, s'il ne travaille pas du tout. S'il perd dans sa délégation, par sa présence, par ses absences, par sa perte d'activité professionnelle, c'est un peu en fonction de sa rémunération initiale. Parce que vous n'allez pas faire exactement, vous n'allez pas perdre exactement la même chose. Et donc vous cherchez une cohérence, elle est là. Quelqu'un qui avait un salaire extérieur un peu supérieur, on fait en sorte qu'il soit mieux compensé que quelqu'un qui a un salaire inférieur. Parce que sinon, ça veut dire que vous avez celui qui perd plus et l'autre qui perd moins. Là, on essaye que tout le monde perde, entre guillemets, soit compensé de la perte à peu près de façon équivalente. Vous avez affirmé d'ailleurs que c'était des débats dans la campagne municipale, j'en suis pas sûr. Et puis je vais avoir un peu de mal, comprenez-le, sans vous prendre en mauvaise part, d'avoir des leçons sur la parité de votre part, de l'égalité homme-femme de votre part, alors que sur votre affiche de campagne, il y avait que 2 hommes. Pour ce qui concerne le fait que les élus municipaux n'ont pas d'indemnité quand ils n'exercent pas de délégation, oui, c'est le cas. C'est le cas lorsque vous étiez conseiller municipal de la majorité, vous étiez très heureux d'avoir une indemnité, mais il y avait des élus qui n'avaient pas d'indemnité, ça ne vous choquait pas. Aujourd'hui que vous avez décidé de vous opposer à la majorité ancienne et nouvelle, vous trouvez que les conseillers municipaux d'opposition, peut-être, ils devraient avoir quelque chose, ou même ceux de la majorité, non. Alors, je reconnais qu'un maire peut parfaitement proposer ça, je ne le propose pas. La fonction de conseiller municipal, elle est bénévole. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est quand vous exercez une délégation auprès du maire, ou de par le maire, que vous le faites. Enfin, vous me dites la transparence, etc. C'est quoi le vote au conseil municipal? Et je vous rappelle, peut-être l'avez-vous oublié, que, qui plus est, tous ces chiffres doivent être ensuite, et cette fois-ci en revenu net, pour éviter l'imposture qui concerne la parler de brut, doivent être publiés sur le site de la ville. Donc il n'y a pas de leçon à transparence. C'est-à-dire, je comprends, moi j'ai essayé de dire qu'il faudrait faire autrement. J'essaye même de le faire avec un ton gentil. Mais surtout sur des sujets
où je pourrais dire un certain nombre de choses, disons. Mais il n'y a pas de question de transparence. Alors je comprends, j'ai été dans l'opposition, que c'est pas simple, parce que des fois, il faut trouver quelque chose à dire. Mais c'est la loi. Vous devez la connaître. Vous devriez le savoir. Vous avez été élu assez longtemps. Vos propres indemnités, elles étaient publiées. Pourquoi faire croire aux gens qui nous écoutent par Internet ou qui nous écoutent dans le public qu'il y aurait quelque chose de pas transparent? C'est parfaitement transparent. C'est d'ailleurs tellement transparent que j'ai expliqué pourquoi nous avons estimé que tel ou tel adjoint allait être indemnisé de telle et telle façon. Que cela vous convienne pas, c'est votre droit. J'ai dit que, évidemment, chacun pouvait avoir son opinion, ses critiques. Je le disais au premier conseil municipal et je n'en démordrai pas. Pour autant, ce n'est pas notre opinion et je crois avoir répondu à vos questions. Y a-t-il d'autres questions? Ah si, pardon madame Jaouen. En matière d'apaisement, venir me dire, en matière d'apaisement, venir me dire, ou dire publiquement, comme vous le faites, que madame Aude-Lagarde, qui par ailleurs se trouve être mon épouse, aurait une indemnité supérieure parce que elle est mon épouse, c'est le soupçonner d'un conflit d'intérêts. C'est un apaisement. J'en prends acte, comme vous avez dit, ça durera le temps où ça durera pour moi. Je pense que vous avez déjà commencé sur ce sujet. Non, et encore une fois, non seulement c'est pas ma fille, c'est ma femme, mais je n'ai jamais été marié avec Monsieur Mangin. Jamais. Et je n'ai pas l'intention de le faire. Et je crois d'ailleurs qu'il est marié et que très franchement, c'est pas dans son intention non plus. Et alors pourquoi est-ce que lui aurait cette indemnité-là? Et pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence entre le 3e et le 5e adjoint? Justement, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, et pas pour des raisons familiales, parce que cette question-là, je vous invite à y répondre, surtout que j'imagine que vous êtes une militante féministe. Ça veut dire qu'en fait, mon épouse, parce qu'elle est mon épouse, elle ne peut pas avoir une carrière politique à part sans être soupçonnée de bénéficier de quelque chose d'indu. Réfléchissez à ce que vous dites. Elle a été élue 3 fois sur son nom comme conseillère départementale. Elle a été élue sur son nom comme maire. Elle vient d'être élue au sein de notre liste, mais elle n'a pas le droit d'être autre chose que ma femme dans votre bouche. Parce que c'est ça ce que ça veut dire. Mais si, réfléchissez, c'est ça ce que ça veut dire. Je trouve ça regrettable, encore plus si on veut défendre le droit des femmes. D'abord, toi non plus. Deuxièmement, pour pouvoir prendre la parole, levez la main s'il vous plaît, parce que je ne peux pas forcément savoir qui veut reprendre la parole ou pas. Et ensuite, je vous donne la parole et vous pressez sur le bouton quand j'ai éteint le mien, parce que sinon vous avez le truc vert là qui vous empêche de parler. Je vous donne la parole. Oui, je ne vais répondre que de ce que j'ai dit. Ce qui a été dit n'a rien à voir avec les compétences de votre épouse, que je ne nie pas, avec le fait qu'elle a été élue sur son nom, ce que je ne nie pas, qu'elle a des compétences en politique, ce que je n'ai pas nié. Donc je vais répondre que sur ce qui a été dit. Pour la différence entre le brut et le net, effectivement, moi, étant de gauche, je considère que le brut est du salaire différé, donc il n'y a pas d'imposture dedans. Pour la volonté d'apaisement, moi, je considère que volonté d'apaisement ne veut pas dire silencier l'opposition ou lui interdire de prendre la parole, notamment sur le fondement de documents que vous avez vous-même partagés. Et quand vous aviez dit que nous n'avons parlé que d'elle, pour ma part, j'ai parlé de 3 cas différents. Et donc, comme vous avez fait une petite blague sur le fait que Anthony Mangin n'est pas votre époux, je crois que ce n'est pas non plus le cas de Denis Lemeur. Pour le montant de l'indemnité, moi je considère que ce que vous avez dit est assez grave. Le montant de l'indemnité, à mon sens, n'a pas vocation à remplacer le salaire qui aurait été fait dans le privé, parce que sinon ça veut dire que quand on a des élus, par exemple, qui sont issus de métiers précaires, ils doivent prétendre à des indemnités très faibles en comparaison à des élus issus du privé. Donc moi je pense que c'est une différence de conception. Pour le cas de l'adjoint à l'éducation, il n'était pas non plus question de compensation de salaire, il était question de pourquoi est-ce qu'il n'est pas à temps plein, alors que vous avez érigé l'éducation en priorité. Et sur le cas de la 10e adjointe à temps plein qui perçoit une indemnité égale à des adjoints qui ne sont pas à temps plein, je n'ai pas eu de réponse. Merci. Alors, d'abord, l'apaisement, ça ne veut pas dire le silence d'opposition, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on ne va pas vous répondre, madame. D'accord? Et que la réponse ne vous plaise pas, vos questions peuvent parfois ne pas nous plaire. Bon. Donc moi, je ne vous demande pas le silence, je vous demande simplement d'assumer, entre guillemets, les questions posées et les réponses que nous faisons. C'est ce que j'appelais tout à l'heure le désaccord démocratique, enfin l'autre jour, le désaccord démocratique, et la meilleure façon, c'est que chacun expose ses arguments, et puis après on vote, et puis un jour les électeurs seront aussi amenés à voter. D'accord? Je crois qu'ils viennent de le faire, et ils seront à nouveau, heureusement, amenés à le faire. Je ne suis pas persuadé, d'ailleurs, je le dis publiquement, que ce qui, au fond, revient quand même à des critiques personnelles, puisque vous avez visé tel élu ou tel autre,
Je ne suis pas persuadé, pour l'avoir beaucoup pratiqué, vous l'avez beaucoup pratiqué pendant cette campagne électorale, que ça soit une grande réussite. Et c'est à ça que j'invitais à la réflexion. On peut, comme vous l'avez fait pendant toute la campagne, me traiter de voyou, de machin, etc. Enfin, à la sortie, les électeurs sont peut-être suffisamment clairvoyants pour faire leur choix. Et donc, ça me paraît, comment dirais-je, un enseignement à tirer du fait que quand on parle des gens plutôt que de ce genre de choses, ça marche mieux. Mais vous faites ce que vous voulez, ça ne vous a pas profité, j'espère que ça continuera de ne pas vous profiter si vous continuez de la même façon. Pour ce qui concerne le fait que, et ça c'est un désaccord beaucoup plus légitime, le fait que ce soit en fonction de la perte de salaire qu'occasionne l'exercice d'un mandat. Ben, évidemment que quelqu'un qui est au RSA, ça va pas être le RSA. Enfin, si quelqu'un qui gagne 4 000 € par mois décide de s'arrêter de travailler, il doit toucher la même chose que quelqu'un qui était au SMIC. Donc ça veut dire qu'à lui, il faut beaucoup plus de sacrifices pour être élu. Donc vous préférez en réalité l'inégalité entre les élus. Mais ça veut dire aussi dans ces cas-là que si quelqu'un qui est au SMIC, il ne faut pas qu'il aille au-delà. Ah oui. Alors, il y a que celui qui gagnerait un peu mieux sa vie qui doit perdre son salaire, et celui qui gagne un peu moins bien sa vie, il faudrait pas qu'il augmente, parce qu'il faut être un peu cohérent. Ou alors, c'est logique avec votre combat politique, il y a des gens qu'il faut, dans tous les cas de figure, dont il faut réduire les revenus, et puis mettre tout le monde sous la toise de l'égalité. Vous comprendrez que ce n'est pas notre sentiment. Vous avez parlé tout à l'heure du temps plein de Monsieur Le Meur. Excusez-moi, Monsieur Le Meur exerce à temps plein, il est retraité. Mais faut-il indemniser un retraité à temps plein pendant qu'un salarié, puisque c'est ça ce que ça voudrait dire, qui perd de son salaire, ce qui n'est pas le cas d'un retraité, il faudrait l'indemniser au même tarif que quelqu'un qui perd son salaire. Je ne le pense pas. Vous passez beaucoup de temps, en règle générale, dans votre militantisme politique, et c'est respectable, à demander l'égalité, l'égalité, l'égalité. Ben, je trouve qu'il n'y a pas d'égalité entre un adjoint qui est retraité, qui touche une indemnité et qui toucherait la même, qu'un adjoint qui est salarié, qui perd de son salaire, qui perd de sa carrière, alors que leur retraité touche rien. Ne perd rien, pardon. C'est ça qui est inégalité. L'inégalité pour le compte, ce serait que celui qui a son revenu, qui ne bouge pas, quel que soit le temps qu'il consacre à son mandat, soit, comment dirais-je, indemnisé de la même façon que celui qui va perdre quelque chose dans sa carrière et dans ses revenus parce qu'il consacre du temps à son mandat. Ce n'est pas votre logique. En tout cas, moi, je trouve que celle-là est bien plus équitable et égalitaire. Sinon, bah, vous savez, très vite dans les conseils municipaux, ce qui est le cas d'ailleurs la plupart du temps en France, bah, il y aura que des retraités. Parce que finalement, si vous devez perdre en exerçant votre mandat, bah, il y a des gens qui décideront qu'ils ont mieux à faire. Voilà, Monsieur Zemiti. Merci, Monsieur le maire. Donc oui, pour information, les montants que j'ai utilisés étaient bien en brut. Donc là-dessus, je me dédouane d'être assimilé à ce que vous disiez pour ma collègue. Également sur le fait que je portais mon attention sur le 1er, 5e, 6e, 10e et 12e adjoint. Donc sur la 12e. Donc là-dessus également, je m'en dédouane. Vous évoquiez le fait que c'est lié au métier des uns et des autres et donc par des calculs un petit peu savants, qu'il y a une récupération sur leur rémunération professionnelle qu'ils auraient dû avoir, etc. Parce que là, je suis bien curieux, parce que sur les 5 postes d'adjoints que je cite, donc le 1er, le 5e, le 6e, le 10e et le 12e, quand on regarde des grilles salariales assez classiques, des métiers et des personnes concernées en Île-de-France, on est sur des salaires bien moindres. Donc encore une fois, je suis curieux des calculs, mais peut-être que là-dessus, accordons-nous sur un désaccord. Ensuite, vous évoquiez également le lien sur le fait d'expliquer sur la transparence, etc. Je crois que justement, nos désaccords, c'est sur le fait que c'est pas suffisant. Il y a un lien entre l'élu et le citoyen à incarner. Vous l'appeliez de vos vœux, je crois. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a compris, notre groupe, sur le côté lors du conseil municipal d'installation. Donc pour nous, il était important d'expliquer qu'il n'y ait pas justement de fantasme sur les indemnités d'élus, etc. Donc c'était important peut-être pour nous d'avoir, plutôt que des indices, d'avoir des chiffres bruts, nets, etc. Donc j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire, et tant mieux. Il y a un autre sujet que j'avais pas évoqué, mais vu qu'on parle de Monsieur Mangin,
vu qu'il a été nommé sur 1, 2, 3, 4 ou 5, je suis pas sûr d'avoir le bon nombre, sur les désignations des délibérations précédentes. Peut-être que ça peut être important de savoir également s'il y a des jetons de présence, s'il y a des indemnités qui sont prévues pour toutes les représentations qui ont été nommées. Ça peut être intéressant également de le savoir et de nous le faire parvenir. Ensuite, sur le fait, je reviens un petit peu également sur la forme, un petit peu pêle-mêle, sur si pour vous, poser une question, c'est être culotté, eh bien l'opposition risque d'être très souvent culottée. Donc là-dessus, voilà également, c'est une chose à avoir en tête. Sur l'apaisement, pareil. Vous parliez sur la notion d'apaisement. Encore une fois, si poser une question en tant que conseiller municipal d'opposition, c'est être culotté, c'est ne pas faire preuve d'apaisement, bah oui, en effet, on risque d'avoir plusieurs cas durant ce mandat. Et une dernière chose, c'est également sur ma petite histoire du parking municipal. J'ai pas eu de réponse là-dessus. Est-ce que on va pouvoir y accéder ou pas? Voilà, petite question également. Je comprends que vous ayez du mal à perdre le privilège que vous aviez à vous mettre dans le parking municipal. Bon. Je vois la hauteur de l'intervention et j'imagine que les anciens mesureront à quel point vous êtes là pour les servir. Est-ce que je peux avoir ma carte de parking? Bref. Alors vous dites pas de fantasme, mais en réalité toute votre intervention elle vise à essayer de les nourrir. Donc on peut prendre les anciens pour ce qu'ils ne sont pas, mais autant qu'on puisse dire qu'en réalité c'est ça l'objet, c'est de nourrir des fantasmes. Par exemple, quand vous dites « j'espère qu'on aura la transparence et l'information, etc. » Je viens de dire, peut-être n'avez-vous pas écouté, ou n'avez pas compris, que la loi obligeait à ce que ce soit publié sur le site Internet et, pour avoir été élu de la majorité pendant 12 ans, bénéficier d'une indemnité pendant tout ce temps-là, qui n'emportait pas un travail énorme puisqu'il s'agit des anciens combattants, et donc une indemnité qui demeurait modeste. Vous souhaitiez l'améliorer, je m'en souviens, mais bon, c'est comme ça. Il se trouve que toutes les indemnités, y compris celles qui viennent issues du mandat, etc., sont à publier. Donc vous demandez, c'est pas la peine de lever le pouce, il suffit de connaître la loi. Vous souhaitiez être dirigeant de cette ville, en connaissant la loi, vous devriez savoir, surtout que vous n'êtes pas un nouvel élu, vous avez derrière vous, alors j'allais dire un bagage, peut-être pas, mais en tout cas, vous avez derrière vous un certain nombre de connaissances en la matière, vous devriez en tout cas, et c'est publié, quel que soit le mandat. C'est ce qui était demandé à vous, comme à d'autres, à chaque renouvellement municipal. On vous demandait ce que vous touchiez au titre de vos... Donc vous l'avez rempli ce papier, donc vous le savez. Donc si vous posez la question, c'est que vous cherchez à faire vivre un fantasme, puisque vous savez pertinemment que rien n'est caché. Vous parlez de transparence, non seulement c'est la volonté municipale, mais en plus c'est la loi. Vous le savez. Pourquoi est-ce que vous dites « Ah, je voudrais de la transparence » pour laisser entendre qu'il n'y a pas de transparence. Voilà, c'est la seule réalité que j'entends dans l'intervention. Donc, ne vous inquiétez pas pour les jetons de présence. Et quand je disais culotté, oui, vouloir expliquer ou te poser la question ici, ça me dérange pas que vous soyez culotté. D'abord, c'est nouveau, et puis ça permet de débattre. Poser ici la question des différences d'indemnité entre les différents élus, après avoir pendant 12 ans fait partie d'une majorité où il y avait ces différences, où elles vous ont été expliquées à plusieurs reprises, pour en avoir bénéficié également, je trouve ça un peu culotté. Mais vous avez le droit d'être culotté. Je pense que les Drancéens l'ont vu et vous ont remercié par le score qu'ils vous ont accordé. Je vais passer à la délibération. Ceux qui sont pour le manifeste entre la main. Pour la 16, avis contraire. Abstention. Je vous remercie. La délibération suivante est une délibération, donc la 17, qui cette fois-ci concerne la majoration des indemnités d'élus. Ce n'est pas la même chose, parce que ça veut dire qu'en votant contre ou en s'abstenant sur la majoration des indemnités d'élus, ça signifie qu'en réalité, il n'est pas plus difficile d'être élu ici en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs. Je le précise pour que le public sache le sens du vote, puisque ça me permettra sans doute un commentaire à l'issue. Ceux qui sont pour cette majoration le manifestent entre la main. Avis contraire. Abstention. Je fais observer au groupe de M. Chabani que vous votiez pour lorsque vous étiez élu de la majorité et que désormais vous considérez qu'il est beaucoup plus facile, depuis que les anciens ont refusé de vous confier les clés de la ville, qu'il est beaucoup plus facile d'être élu à Drancy. C'est bizarre, comme quoi les positions changent en fonction de vos intérêts personnels.
Je suis arrivé au bout de l'ordre du jour et la séance est donc levée.